Quels sont les différents types d'actifs patrimoniaux? Tu as défini tes objectifs, tu sais comment prendre les bonnes décisions patrimoniales et tu t'interroges maintenant sur quel type d'actifs tu pourrais investir. On parle surtout de bourse et d'immobilier, mais ensuite, est-ce qu'il y a peut-être d'autres actifs qui pourraient peut-être plus te correspondre plus à tes objectifs? Et puis même quand on parle de bourse et d'immobilier, il y a tellement de façons d'investir dedans. Quelle serait la tienne? Au-delà même de la bourse et de l'immobilier, on va voir quels sont les différents types d'actifs, pour qui ça correspond. Et pourquoi choisir un type d'actif plutôt qu'un autre. Lorsque tu vas investir et qu'on te propose vraiment quelque chose d'exceptionnel et d'excellent, ça peut fonctionner, mais sur le très court terme. Qu'en est-il sur le long terme? En général, c'est plutôt catastrophique. Donc fais attention. Il y a 7 critères que tu dois prendre en compte impérativement avant de choisir cet actif. L'utilité, l'accessibilité, le risque, la liquidité, les frais, la dimension finançable et la fiscalité. Une fois que tu as pris en compte ces 7 critères, là, tu vas pouvoir choisir quel type d'actif est plus intéressant pour toi. Le premier critère, c'est l'utilité. En quoi cet actif va correspondre à toi et en quoi il va être utile. On prend le cas de la résidence principale. Ok, tu vas habiter dedans. Quelle est l'utilité d'habiter dedans? Tu payes plus de loyer, tu es exonéré totalement sur la plus-value au cas de revente, parce que c'était ta résidence principale. Tu as un abattement de 30% sur l'impôt sur la fortune immobilière. Voilà, c'est quelque chose qui peut être utile pour toi. Peut-être que c'est quelque chose qui t'intéresse. Voilà, là tu as pris en compte l'utilité de la résidence principale. Le deuxième critère, c'est la liquidité. Est-ce que tu peux te permettre d'investir dans un actif qui n'est pas liquide? Exemple, l'immobilier. S'il t'arrive quelque chose de grave et que pour X ou Y raison, tu dois revendre le bien immobilier, sache que ça va prendre, 4 mois, au moins 4 mois. Est-ce que tu as la patience d'attendre 4 mois? Est-ce que vraiment on peut parler d'un bien liquide? Non. En tout cas, on peut pas parler d'un actif liquide. Par contre, si tu as un contrat d'assurance vie ou alors même un livret, là c'est très très liquide. À tout moment, tu peux récupérer les sommes en moins d'un mois, voire même en moins de 48 heures. Et les parts de SCPI, pareil, c'est de l'immobilier papier, papier, c'est pas liquide. C'est pareil que l'immobilier. À la revente, attention, ça peut prendre 3-4 mois. Quand on parle de liquidité, c'est très important. La liquidité, c'est pas, tiens, je vais investir dans l'immobilier, je sais que c'est pas liquide. Non, c'est est-ce que l'impact de la liquidité est quelque chose que tu peux te permettre d'assumer. Si aujourd'hui, tu n'as même pas constitué une épargne de sécurité, c'est-à-dire au moins 3 à 6 mois de charge, l'équivalent de 3 à 6 mois de charge, n'investis pas dans une solution illiquide. N'investis pas dans l'immobilier ou dans des parts sociales d'une entreprise. Si t'arrive quelque chose, t'as pas d'argent, t'as plus rien. Quand tu vas revendre tes parts sociales ou ton bien immobilier, ça va prendre plusieurs mois, ça va être compliqué. Tu vas te mettre dans la galère. Le troisième critère, c'est le risque. Est-ce que tu peux te permettre, en fonction de ton âge, de ton vécu, de ta situation matrimoniale, en fonction aussi de ton expérience de vie, te permettre de prendre un risque élevé ou pas? Est-ce que tu es sujet à la volatilité extrême? En fonction de la réponse à cette question, tu vas savoir si tu es plus axé sur un type d'actif plutôt qu'un autre. Ok, un autre critère, l'accessibilité. Est-ce que la solution dans laquelle tu veux investir est plutôt accessible? C'est-à-dire, par exemple, un contrat d'assurance vie. Allez, 50 €, tu peux ouvrir un contrat d'assurance vie. Alors qu'un contrat de capitalisation ou un FPCI, voilà, on parle de centaines de milliers d'euros pour investir dedans. C'est déjà moins accessible. Donc bien sûr, tu as des actifs, même des fois en private equity et tout, des fois il faut un minimum. Donc ça dépend, mais l'accessibilité par rapport aux actifs, c'est quelque chose à prendre en compte. Bien sûr, tu vas pas te mettre dans le rouge ou alors emprunter pour investir dans un actif qui est très risqué. Il y a des situations où l'emprunt est avantageux, on parle d'effet de levier de l'emprunt, notamment pour l'immobilier et encore pas toutes les typologies de biens immobiliers. Du coup, j'ai un peu mâché le 5e critère qui est la dimension finançable. Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux obtenir un financement facilement? Le financement, il faut arrêter de voir le financement pour certains comme quelque chose à éviter. Ce n'est pas à éviter, c'est un effet de levier. Tu utilises l'argent du futur pour le présent. Parce que sans cet effet finançable, tu n'aurais pas pu obtenir ce bien immobilier parce que tu n'as pas l'argent en fait. Tu n'as pas besoin d'attendre 25 ans, 30 ans d'économie pour acheter ton bien immobilier. Tu peux l'acheter tout de suite et dans 25 ans, 30 ans, ça se trouve, d'ici là, tu en auras acheté au moins 5, 6, 7 en fonction de ton âge, en fonction de tes revenus, en fonction de ton patrimoine aussi, de ce que tu as mis en place, de ta situation matrimoniale. À combien tu empruntes? Est-ce que vous empruntez à 2 ou tout seul? Est-ce que tu as un projet avec ce bien, etc. Beaucoup de critères à prendre en compte dans un financement. C'est super, on a étudié les critères qui sont intéressants, mais la fiscalité est surtout quelque chose à prendre en compte aussi. Aujourd'hui en France, on a l'impôt sur la fortune immobilière, mais on n'a plus l'impôt sur la fortune tout court. Imaginons que la valorisation de ton PEA est égale à 1 million, ou même sur ton titre ou ton assurance vie, tu vas pas avoir un impôt parce que tu as une somme d'argent qui est imposante, contrairement à l'immobilier avec l'impôt sur la fortune immobilière. La fiscalité, c'est aussi à considérer, pas seulement à l'acquisition, mais aussi pour la transmission, la succession, la donation
Il y a des biens qui ont un régime fiscal qui peut être plutôt attractif selon tes objectifs, encore une fois. Le dénouement fiscal que ça aura. Et maintenant, les frais. Les frais, c'est à considérer. Les frais d'acquisition, tu as des frais de détention, tu as des frais de cession. Pour, par exemple, un même actif, par exemple, tu souhaites investir sur le milieu boursier, la forme du contrat peut influer énormément sur le montant des frais. Un PEA n'aura pas le même montant de frais qu'une assurance vie qui, elle-même, n'aura pas le même montant de frais qu'un contrat de capitalisation qui aura des frais plus élevés. Maintenant, par rapport aux typologies d'actifs, on va s'appuyer sur la pyramide de Maslow. Les actifs dont tu vas pouvoir te permettre d'investir dedans sont déterminés par là où tu te situes sur la pyramide de Maslow. Le premier besoin, c'est le besoin physiologique. Rester en vie, c'est quelque chose qui est problématique pour toi. Tu es vraiment dans une situation primaire. Ce qu'il va falloir que tu fasses, c'est ne pas investir. Tout l'argent que tu vas recevoir ou que tu as ou que tu reçois va devoir te servir de matelas de sécurité. Donc tu n'investis pas, tu épargnes. Tout simplement, et tu gardes cet argent. Donc ça peut être de l'argent liquide, un compte de dépôt, un livret A. Tu peux pas te permettre encore d'investir. Tu peux te permettre d'épargner. Maintenant, dans le besoin de sécurité, on peut considérer la résidence principale. Une fois que tu as de quoi vivre, de quoi te nourrir, de quoi boire, de quoi dormir, j'ai envie de me sentir en sécurité. Et donc si jamais il m'arrive quelque chose et voilà, je peux plus me permettre de rembourser mon loyer, je suis à la rue, donc allez, hop, je me dirige sur une résidence principale. Ça peut être une décision pour certains, qui est plutôt rationnel, sur le besoin de sécurité, la résidence principale. Et par rapport aussi toujours à ce besoin de sécurité, on a des actifs comme l'assurance vie, les livrets bancaires, le PEL, etc., qui peuvent te permettre d'investir, enfin de commencer à investir sur des actifs très peu risqués en vrai, hein, les livrets, les assurances vie, etc. Enfin, ça dépend après si tu fais des unités de compte avec un profil dynamique ou pas, mais voilà, on parle quand même d'actifs moyennement risqués. Et ensuite, on a le besoin d'appartenance. Ça y est, tu es logé, tu manges bien, tu gagnes bien ta vie, tu es maintenant dans le besoin d'appartenance. À ce moment-là, tu peux peut-être te pencher sur des biens immobiliers à mettre en location. Une fois que tu as ça, on peut peut-être aller chercher le besoin d'estime. Et là, on peut aller sur des investissements comme dans le bois, dans les forêts, investir dans des entreprises private equity. Donc, le niveau de risque est encore une fois plus élevé, mais tu peux te le permettre. Tu as des biens locatifs, tu as de l'épargne, tu as des investissements sur les marchés boursiers. Maintenant, allez, hop, on monte un peu plus et on investit sur des actifs qui sont un peu plus risqués. Et enfin, on a le besoin d'accomplissement de soi. Et là, tu peux aller sur des actifs très fortement risqués, ce qu'on appelle des produits exotiques, ok. Et bon là, on parle de, par exemple, investir dans une seule entreprise, tu vois. Ça, c'est quelque chose qu'il faut que tu prennes en compte lorsque tous tes besoins sont réalisés. C'est-à-dire que tu as investi un peu dans l'immobilier, tu as investi un peu dans la bourse, peut-être des SCPI, etc. Et maintenant que tu as investi dans tout ça, tu peux te permettre de mettre une partie de ton capital sur une seule entreprise pour laquelle tu as beaucoup de conviction.